Bah alors, Laurent, je te laisse présenter le Cement Lab du jour. Il faut juste que tu penses à ouvrir ton micro. Voilà. Merci. Ça y est. Très bien. Merci beaucoup, Damien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session du Cement Lab dédiée aujourd'hui à l'ingénierie bas carbone. Et avant de passer au programme de la matinée, je voudrais vous rappeler ou porter à votre connaissance deux réalisations qui vont contribuer, chacune à leur niveau, et ce, dans un avenir finalement assez proche, à cette ingénierie bas carbone. Je voudrais parler ce matin d'une part de la publication en mai dernier de la norme NFEN 197.5 et de sa mise à disposition très récemment en septembre. Et donc cette norme est dédiée à deux nouveaux types de ciments à teneur en clinker réduite, c'est-à-dire les CEM2CM avec des teneurs en clinker inférieures à 65% et les CEM6 avec des teneurs en clinker inférieures à 50%, et ce, avec des propriétés d'usage qui sont quasiment identiques et des propriétés de durabilité tout à fait satisfaisantes. Voilà, alors cette publication de normes finalement conclut un processus de normalisation assez long, puisqu'il a commencé formellement dans la normalisation en 2015 et les travaux ont commencé en 2006. Donc vous voyez que la normalisation des nouveaux ciments n'est pas un long fleuve tranquille. Il est peut-être long, mais en tout cas, il est pas tranquille, et on est très heureux de cette publication de cette norme qui va contribuer à son niveau à l'ingénierie bas carbone. Le deuxième élément important, c'est la réalisation et bientôt l'achèvement du projet national FastCarb, qui est dédié à la carbonatation accélérée des granulats de béton recyclés. C'est-à-dire que on récupère en particulier les fractions fines, c'est-à-dire plus spécialement le sable de béton concassé de démolition, et on s'en sert comme puits de carbone, et, avec le passage et la mise en contact de ces granulats avec les fumées de cimenterie qui sont, elles, très enrichies en CO2 par rapport à la concentration atmosphérique. Et on s'aperçoit qu'on est vraiment dans le domaine de la capture, stockage et utilisation du carbone, puisqu'on reprécipite le CO2 sous forme de carbonate de calcium, c'est-à-dire de calcaire, et ce qui contribue peu ou prou à diminuer la porosité de ces granulats, et ce qui permet leur réutilisation soit en tant que sable recyclé, soit en tant que constituant principal du ciment au niveau des ajouts. Voilà un petit peu les deux éléments importants qui concourent également de manière assez active et dans un avenir proche donc à cette ingénierie bas carbone. En ce qui concerne le programme de ce matin, eh bien, il va être dédié en fait à deux témoignages de maîtres d'ouvrage. D'une part, le groupe ADP qui nous parlera de son axe prioritaire de recherche pour ses installations et ses plateformes, et puis le groupe CETEC également, qui a une démarche d'innovation de rupture à travers la création de ces laboratoires. Et puis ensuite, nous aurons trois pitchs de start-up, Accenta, Metabult et Scale. Voilà, vous avez le programme. Le Cement Lab ingénierie bas carbone, c'est parti. Et je vais laisser la parole donc à Stanislas Legault et Laurine Feinberg de ADP, avec la modération de Damien. Bon séminaire. Merci Laurent. Comme vient de le dire Laurent, bon séminaire à tous. Et puis on va passer, je pense, au témoignage de ADP avec Stanislas et Laurine. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend, Stanislas, vous pouvez y aller. Merci. Est-ce que c'est à moi de passer les quelques supports qu'on avait préparés? Non, on va s'en occuper ici. Tout est sous contrôle. Très bien. Oui, donc bonjour à tous. Voilà, je me présente Stanislas Legault. Je suis chargé de mission développement durable au sein de l'ingénierie du groupe ADP. Et on va vous présenter avec Laurine Feinberg donc un peu notre approche par rapport à ce sujet de construction durable en tant que maîtrise d'ouvrage. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques éléments de contexte.
Par rapport aux enjeux environnementaux actuels que l'on connaît, forts, que l'on connaît tous, donc Aéroport de Paris a la volonté de respecter les engagements climat des accords de Paris, de la COP21, et de définir un peu une trajectoire carbone pour respecter ces objectifs de l'accord de Paris, et aussi de se faire certifier à terme par rapport à l'atteinte de ces objectifs. Vous avez peut-être aussi vu dans la presse en début d'année que ADP donc, est signataire de la charte Airport for Trust avec 22 de ces aéroports dans le monde, qui engage donc une démarche très, très ambitieuse sur 4 axes prioritaires qui sont les suivants. Donc tendre vers des opérations à impact zéro sur l'environnement et la neutralité carbone d'ici 2030. Deuxième axe, nos aéroports contribuent à la transition du secteur, de tout le secteur de l'aviation. Troisième axe, de promouvoir l'intégration des plateformes dans un système de ressources locales, donc une meilleure intégration des plateformes dans leur écosystème territorial. Et quatrième axe, réduire l'empreinte environnementale des projets, dans lequel s'insère donc cette activité de construction bas carbone dont on va parler. Deux autres éléments importants, c'est la prise d'importance, je dirais, des sujets carbone sur la notation extra-financière de l'entreprise, et également des obligations européennes avec la mise en place d'une nouvelle taxonomie l'année prochaine, et l'obligation pour nous de rendre compte sur des différents objectifs environnementaux, notamment les efforts réalisés sur la réduction des émissions, du bilan carbone, l'adaptation au changement climatique, et voilà, je ne détaillerai pas les autres objectifs. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, effectivement, notre objectif n'est pas seulement notre fonction principale de faire circuler faire voler des avions, faire décoller, atterrir des avions, mais nous nous positionnons également comme responsables des émissions et du contenu carbone de l'ensemble des projets d'aménagement et de construction. Donc pour cela, nous avons l'ambition de nous renforcer donc sur la politique de construction bas carbone sur différentes thématiques qui sont listées ici, dont les principales sont listées ici, mais il y en a un certain nombre d'autres que j'ai pas reprises. Mais les principales sont là, donc la structuration d'une gouvernance carbone. Donc comme je le disais tout à l'heure, nous avons l'intention de respecter une trajectoire carbone 1,5 degré en ligne avec les accords de Paris. Donc par rapport à ça, nous souhaitons amener une notion de budget carbone dans nos projets, surtout les projets encore une fois de construction, et ainsi que de comparer ces budgets carbone avec le réel impact carbone de nos projets, et d'essayer le plus possible de faire correspondre les valeurs et ainsi que la trajectoire visée. Nous souhaitons également développer un outil d'analyse de l'impact carbone sur tout l'ensemble du cycle de vie des projets et des guides à la conception carbone. Nous allons aussi, c'est déjà largement entamé, renforcer les compétences internes sur les différents sujets associés à cette notion de construction bas carbone, et sur tous les domaines d'expertise. Encourager l'emploi également de matériaux à bas carbone et techniques innovantes par le développement, et c'est déjà aussi quelque chose qui a été entamé, mais qu'on souhaite développer assez largement, en développement de matériaux tech, donc au service de nos concepteurs pour développer encore une fois des concepts bas carbone. Développer aussi la démarche de réemploi, avec pour les déchets une valorisation sur site le plus possible. Évidemment, tout ça doit s'insérer dans une logique d'économie circulaire. Nous souhaitons aussi donner la priorité à des entreprises, travailler sur des projets avec des fournisseurs, des entreprises qui ont des démarches avancées sur ces sujets-là, afin de pouvoir aussi nous-mêmes monter en compétences, et développer des partenariats avec des acteurs encore une fois plus mûrs sur les réflexions,
Et j'ai mis aussi un objectif ZAN de 0 artificialisation nette, donc de réduire aussi, je pense que ça participe à cet objectif de construction bas carbone, de réduire l'artificialisation des sols, qui est un objectif fort de notre groupe. Et protection de la biodiversité. Voilà. Merci. Par rapport à cette politique, voilà, cette stratégie construction bas carbone, donc voici les solutions à potentiel que nous avons identifiées. Donc faire un inventaire des matériaux bas carbone, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça passe par cette matériothèque, l'utilisation d'outils digitaux, notamment le BIM pour pouvoir comptabiliser faire des bilans matières plus facilement et effectivement faciliter la démarche notamment de réemploi. Développement de la valorisation en circuit court, effectivement. Donc ça aussi c'est lié à cette logique de valorisation des déchets et du réemploi. Et le développement d'une charte de chantier propre. Donc la construction bas carbone, il y a aussi la partie chantier, bien évidemment, et qui est un sujet aussi sur lequel on souhaite travailler pour améliorer les impacts de nos chantiers. Alors par contre, risques et difficultés, effectivement, comme je l'ai indiqué au tout début de mon intervention, nous sommes quand même relativement nouveaux sur ces sujets, donc on a besoin de se former nous-mêmes sur les différentes techniques et solutions qui existent. Nous présentons aussi un très grand nombre de typologies de projets différents, côté avion, côté public, avec une grande variété de types de bâtiments, d'infrastructures, avec des tailles aussi de projets très variables d'un projet à l'autre. Donc il y a aussi un grand enjeu par rapport à la maturité technique des solutions qu'on souhaite développer. Donc on constate qu'il existe, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont lancées sur cette thématique de construction bas carbone, mais il est difficile en tout cas dans notre groupe de tout de suite intégrer des solutions qui n'ont pas fait leurs preuves, qui ne sont pas éprouvées, qui n'ont pas été testées, approuvées. Donc du coup, il y a aussi ce sujet important d'accélérer la maturité technique pour pouvoir intégrer rapidement ces nouveaux concepts. Et puis un problème assurantiel que je mentionne également sur voilà, d'un point de vue assurantiel, s'assurer que les matériaux ou les techniques que l'on emploie sont bien couvertes dans le cadre des assurances sur les projets. Je vais passer la parole à Laurine qui va vous détailler plus les Merci Stanislas. Donc, slide suivante, on a choisi de vous illustrer cette démarche avec 3 projets qui sont en cours. Comme le dit Stanislas, on est vraiment un acteur nouveau. Je pense qu'on est un acteur légitime, même si la majorité de nos émissions sont sur le côté avion. Somme toute, on a un budget d'investissement, enfin jusqu'à présent, dans de la construction qui est assez important et on est un maître d'ouvrage à 2 poids sur l'Île-de-France. Donc, vous verrez, les 3 illustrations couvrent les 3 domaines d'action spécifiques que l'on a. Premier domaine, l'idée d'essayer de développer des partenariats pour gagner en compétences en tant que maître d'ouvrage. Deuxième domaine, travailler sur la déconstruction et la possible réutilisation au-delà du recyclage. On verra que c'est compliqué, on a des barrières importantes. Et le troisième illustration qui concerne les écomatériaux avec là aussi d'autres types de barrières. Donc, le premier projet qu'on a, c'est une convention entre Aéroports de Paris et la Société du Grand Paris. L'idée, c'est d'un partenariat gagnant-gagnant et d'essayer de développer en tant que maître d'ouvrage qui compte sur la région d'Île-de-France des filières pour des écomatériaux et également l'utilisation de métakaolin dans les bétons. Donc, l'objectif, ce serait d'avoir un partenariat sur 5 ans. On regardera effectivement les sujets de déblais de chantier avec peut-être de la réutilisation de certains déblais de SGP si c'est techniquement et économiquement viable et le sujet de certains types de béton bas carbone en s'appuyant sur une filière qu'on considère plus durable, si ce n'est plus environnementale, autour des métakaolins. Ce qu'on constate déjà, c'est qu'on a quand même des difficultés de mise en œuvre. Déjà, on est une société qui
qui doit respecter les règles des marchés publics. Donc, on ne peut pas travailler juste avec une start-up dont on considère que le produit est bon. On ne doit pas générer de distorsion de concurrence. Ensuite, on se rend compte qu'il y a un rôle assez important côté plateforme des fournisseurs, puisque on est sur des projets qui sont généralement très rapides côté piste, avec pas forcément la possibilité d'avoir un concasseur sur site, donc ce qui signifie d'aller chercher des matériaux à l'extérieur, d'où une grosse question concernant la qualité des matériaux livrés et un rôle important de notre point de vue de maître d'ouvrage côté plateforme, et donc peut-être d'audit de ces plateformes, puisque finalement aujourd'hui on considère qu'il y a assez peu de plateformes qui sont en mesure de nous apporter les matériaux que l'on souhaite dans le délai attendu et sans avoir de problème de renvoi des matériaux, ce qui ne nous permettrait pas de réaliser les travaux. Je vous rappelle que quand on fait des travaux sur piste, on ferme la piste, on ne peut plus faire décoller ni atterrir des avions, ce qui peut poser quelques soucis. Slide suivante. Deuxième projet que l'on a, alors qui se trouve dans le cadre d'un projet européen, un appel à projet européen qu'on a remporté, qui s'appelle Olga. L'objectif, c'est de travailler avec une entreprise pour regarder la façon dont la déconstruction et la réutilisation des éléments de déconstruction peut être pris en compte dans le cadre de la conception de nos bâtiments. Donc, il faut savoir que pour nous, c'est un sujet très important. On a beaucoup de projets en rénovation qui vont se développer. Pour nous, la rénovation, c'est du pointillisme, c'est-à-dire on a un bâtiment assez important, imaginez un bâtiment de Charles de Gaulle, et on va devoir intervenir sur 3 à 4 niveaux, mais sur chacun de ces niveaux, peut-être sur 10% du 4e niveau, 50% du premier niveau, 20% du dernier niveau, et c'est ça nos projets de rénovation. Et donc, on a besoin de savoir si finalement les outils qui sont maintenant mis à notre disposition avec de la conception 2D, 3D sont cohérents avec nos outils de conception autour du BIM. Donc, vous voyez là ici, finalement, la démarche qu'on va lancer, ce qui prendra plusieurs années, avec déjà une méthodologie commune, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait vivre BIM, RIM, la problématique de l'identification des données de base, et puis finalement les notions de nomenclature entre maquette numérique et RIM, pour finalement après aller vers une mise en application et se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire que d'analyser sous l'angle du RIM un projet en déconstruction dans de la rénovation. Slide suivante. Notre dernier projet, dernière illustration que je vous propose, il y en a d'autres, c'est toujours dans le cadre de cet appel à projet européen. On a un véritable enjeu en tant que maître d'ouvrage à maîtriser ces bétons bas carbone. On a compris que ça représentait environ 80% des émissions de CO2 dans la phase de construction. Alors, dans le cas de nos bâtiments, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, on a les corps d'état technique qui sont très, très lourds. Tout ce qui concerne CVC, CTA, tri-bagages, qui représentent un poids très important puisqu'on a des bâtiments qui sont extrêmement industriels et connectés. Mais néanmoins, on sent bien que le béton bas carbone, ça représente une part importante du contenu CO2 de nos bâtiments. Et on a besoin de maîtriser et de comprendre ce processus d'acceptation des nouveaux matériaux en ERP. C'est-à-dire on voit beaucoup de présentations d'entreprises très intéressantes avec des nouveaux matériaux bas carbone qui sont pour nous hyper intéressants. On est à chaque fois confronté au problème des marchés publics, il faut qu'on fasse un appel d'offres, donc il faut que ce produit puisse vraiment se sortir du lot. On intervient souvent en tout corps d'État, donc ça veut dire que derrière, il faut que l'entreprise tout corps d'État avec laquelle on est en marché passe par ce type de produit. Et puis enfin, on se rend compte que on ne correspond pas forcément au marché premier que visent les startups ou les entreprises qui créent des écomatériaux. Et donc, on n'a pas forcément toujours des produits qui sont compatibles avec des ERP. Donc là, en fait, notre idée, c'est d'essayer de travailler avec une ATEX de type A. Alors, pour nous, ça nous fait généralement assez peur puisque on n'en maîtrise pas bien les délais d'obtention, 15 mois, 21 mois. Et dans le cadre de nos projets, on a une extrême réticence à avoir des risques de calendrier et des risques de dérapage financier. Mais néanmoins, le cadre de Olga va nous permettre justement d'expérimenter, de gagner en compétences là-dessus et de rassurer aussi notre gouvernance.
voilà, j'espère que ça vous aura donné un petit peu une illustration de la façon d'un maître d'ouvrage peu expérimenté encore sur le sujet du bas carbone commence à prendre en main le sujet. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Ce que je vous propose, pour toutes les questions, vous pouvez les passer dans le chat et puis on les relaiera ou voilà. Merci Stanislas et merci Laurine pour cette présentation extrêmement complète et bien calibrée sur votre sujet. Je vous propose qu'on passe tout de suite à celle du CETEC avec Isabelle et Julien. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous laisse la main et la parole. On vous passera les slides. Ouais, D'accord, voilà. très bien. Merci. Bonjour. Donc, nous sommes Isabelle Moulin. Je suis Julien Tannant, ingénieur structure au sein de CETEC TPI. Donc, c'est la filiale travaux publics et industriels de CETEC. Et Isabelle, si tu veux dire brièvement. Oui, donc Isabelle Moulin, moi je travaille pour CETEC Lerm, donc la filiale matériaux du groupe CETEC, et je m'occupe plus particulièrement du département économie circulaire. Alors, on nous a demandé de présenter brièvement notre vision de l'ingénierie bas carbone. Diapo suivante, qui commence par une publication qu'on a réalisée en avant l'été, s'appelle le Manifeste pour une construction bas carbone. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes de ce manifeste. Si on peut rester juste sur le sommaire. Non ? En arrière, merci. Et donc après, je vous parlerai brièvement du groupe CETEC, notre démarche, en quoi elle s'inscrit, cette vision bas carbone dans une démarche plus générale du groupe CETEC, et puis donc évoquer quels sont les enjeux pour nous. Donc diapo suivante, et on peut même passer à celle d'après. Donc voilà, le manifeste pour une construction bas carbone, ça vient d'une initiative qui vient des CETEC Lab, je viendrai un peu plus tard, qui est le département innovation de CETEC, et qui est la convergence d'aspiration des collaborateurs dans leur volonté de faire à nouveau converger leur démarche de citoyen, la sensation que le réchauffement climatique est un problème urgent, et la volonté de l'articuler avec cette problématique avec leur métier. Parce qu'on est très sensibilisé dans les médias, bien évidemment, sur les comportements éco-responsables, mais il faut avouer que dans la pratique, aujourd'hui, de façon industrielle, à grande échelle, c'est pas encore développé. Et donc, ce manifeste pour une construction bas carbone voulait dire que nous étions, nous, CETEC, dans une démarche avancée sur cette ingénierie bas carbone. Et donc, on commence par reconnaître très honnêtement notre impact en tant qu'ingénieur, notamment un ingénieur structure a un impact 100 à 1000 fois plus important qu'un citoyen français dans ses choix de la construction. Et puis dire que, comme on le voit tous aujourd'hui ce matin, qu'on sent qu'il y a une convergence des volontés sur ces aspects, et à ce moment-là, de proposer 3 engagements sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Donc, ils sont proposés une vision 360 degrés bas carbone, éco-concevoir et décarboner la construction, et être acteur de l'évolution de nos métiers. Donc, c'est une petite publication qui est en ligne, que vous pouvez trouver sur notre site web, et qui se lit en une quinzaine de minutes, qui décrit de façon un peu plus précise qu'un manifeste, souvent on entend que c'est assez des grandes phrases, etc. Nous, on a essayé vraiment de l'articuler. Je viendrai là-dessus un peu plus tard. Diapositive suivante. Donc, le groupe CETEC, voilà, encore. Le groupe CETEC, donc c'est un groupe d'ingénierie
pluridisciplinaire et on est connu pour produire un certain nombre de projets de construction relativement complexes avec la volonté d'être innovant et respectueux de l'environnement. On est présent partout dans le monde. Donc là, vous avez une photo du LUMA, la fondation LUMA à Arles, en construction. Diapositive suivante. Donc, on a dans notre ADN, d'une certaine manière, la volonté de faire des choses assez nouvelles, inventives. Donc, un de nos ouvrages emblématiques, c'est le viaduc de Millau, sur lequel on était intervenu en tant que maître d'œuvre d'exécution. Et donc, on a développé dans notre histoire un certain nombre d'outils scientifiques pour étudier les structures de génie civil. Et donc, on a vraiment une expérience assez forte dans le domaine de la construction et qui passe par voilà, une forte innovation, une forte invention. Diapositive suivante. Alors, nous avons été créés en 1957. Il y a beaucoup de filiales. On est une ingénierie qui s'intéresse à un très grand nombre de compétences du métier de la construction, que ce soit les études d'amont, les études de trafic, comme les études de génie civil avec les plans de coffrage, les plans de ferrage, etc. Et nous sommes 3200 collaborateurs dans le monde actuellement. Nous avons eu pas mal de récompenses. La suite. Voilà, donc je vous disais, la Fondation LUMA, je vous propose de passer et d'aller directement à nos engagements. Voilà, nous sommes implantés dans le monde. Voilà, donc les CETEC Labs, c'est le département innovation qui a donc créé il y a 2 ans une expérience exploratoire sur les matériaux bas carbone. Et à l'issue de ce matériau bas carbone, au lieu de proposer de nouveaux matériaux, ce qui est quand même assez difficile, on en parlera avec Isabelle en tant qu'ingénierie, on a proposé ces démarches de manifeste, donc diapositive suivante, avec ces 3... Encore. Alors, je reviendrai après. Donc, CETEC Lab, la démarche à laquelle j'appartenais, établissait que l'ingénierie se trouvait vraiment une position centrale dans la chaîne de décision, avec donc les financeurs, les donneurs d'ordre tels que les maîtres d'ouvrage comme ADP, qui, sous la pression de la puissance publique ou leurs propres engagements, ont la volonté d'améliorer leur empreinte carbone. Et nous, en tant qu'ingénieurs, donc on se situe bien évidemment au milieu, donc on se fait récipiendaire de cette demande et on essaye de la formuler de la façon la plus vertueuse possible. Donc notamment le carbone gris, donc le carbone associé à la transformation des matériaux, dépend en partie des prescriptions qu'on va faire nous en tant qu'ingénieurs. Diapositive suivante. Donc les 3 engagements forts pris par la direction générale du groupe et par conséquent toutes les filiales sont les suivants. Donc proposer une vision 360 degrés bas carbone, donc en éclairant les arbitrages sur nos opérations par une analyse globale des besoins et des impacts. Ça veut dire que en fait on va dans notre comité d'engagement, lorsqu'on choisit de se lancer dans un projet, de définir si on se lance dans ce projet sur la base de son impact carbone. Et d'autre part, donc ça veut dire très en amont de aussi analyser les besoins et les impacts d'un projet. Donc ça veut dire questionner aussi le dimensionnement en termes d'usage du projet et le caler au plus juste besoin. Ensuite, donc éco-concevoir et décarboner la construction, eh bien c'est interroger le site, que ce soit son territoire, le bâtiment, et de se questionner de qu'est-ce qu'on peut garder de disponible et interroger les ressources locales de façon très classique. Et s'il faut par conséquent construire du neuf, vraiment interroger les matériaux qu'on va employer, donc favoriser le réemploi qui est émergent aujourd'hui, mais sur lequel on a une démarche assez forte, sur lequel je reviendrai, les matériaux biosourcés et les matériaux bas carbone, le béton, l'acier aussi. Et donc le 3e engagement, c'est acculturer nos équipes en étant acteurs de l'évolution de nos métiers. Diapositive suivante.
Donc, notamment, un des objectifs de CETEC, c'est former la plupart des collaborateurs, 100%, pardon, à la fresque du climat, qui est un atelier interactif où on établit les causes et les conséquences du changement climatique. On développe des activités de recherche. On a accueilli notamment une thèse sur le réemploi. Et puis, on va émettre dans les semaines qui viennent notre guide du projet bas carbone qui a pour mission de fournir à chacun des ingénieurs du groupe CETEC les éléments qui lui permettront de mettre au point une ingénierie bas carbone. Donc, quelle que soit la variété des métiers du groupe CETEC, qui sont encore une fois très nombreux. Diapositive suivante. Je te laisse la main, Isabelle. Donc concrètement, comment on traduit cette démarche en pratique dans nos projets? Donc comme l'a dit Julien, on a introduit très en amont cette recherche d'une optimisation entre le service rendu et l'empreinte carbone, ou plus généralement la réduction des impacts environnementaux du projet. Donc cette démarche se fait à l'échelle du projet, de l'ouvrage ou du bâtiment, avec une recherche des principes constructifs les plus pertinents. Deuxièmement, on va introduire la question des matériaux très en amont et ne pas la dissocier de la conception. Ce qui est important, c'est de trouver une solution bas carbone au niveau du principe constructif et donc d'aller chercher à la fois dans la conception et dans les matériaux, la solution finale qui sera la plus pertinente. Donc on ne va pas dissocier, on ne va pas comparer des matériaux entre eux, mais on va comparer des principes constructifs entre eux. Le troisième point, c'est qu'il existe effectivement dans le groupe, Julien l'a présenté, une vraie volonté d'être innovant sur ces sujets, et notamment sur les matériaux, mais en conservant une grande maîtrise technique de ces sujets. Sur les matériaux, effectivement, ça a été évoqué plusieurs fois, on a des nouvelles solutions qui apparaissent. Certaines sont encore pas normalisées et effectivement peuvent poser des problèmes au niveau assurantiel. Donc, il faut anticiper énormément ces sujets, à la fois pour pouvoir valider les solutions en amont de la passation des marchés, par exemple, savoir rédiger correctement les dossiers de consultation des entreprises pour faire émerger des solutions qui sont innovantes, pertinentes, mais qu'on est capable de mettre en œuvre et dont on va maîtriser tous les aspects, à la fois au niveau mise en œuvre, suivi, contrôle et évidemment durabilité de la solution choisie. Alors, très brièvement, parce que je crois qu'on a explosé le compteur. Donc, on parle, je vais vous évoquer très rapidement de nos expériences concrètes de projets bas carbone, des expériences de réemploi, avec notamment l'hôpital Brosset, donc c'est plutôt en voirie et réseaux divers. Réhabilitation, donc on travaille sur la réhabilitation de la tour Montparnasse, avec une attention forte sur le maintien des structures existantes. La corniche Kennedy, le plus long banc du monde qui a été réhabilité de fond en comble. Et puis dans le neuf Beaucarbonais, donc nous avons participé aux études d'exécution de la tour Hyperion en bois, qui est une des plus grandes constructions en bois en France. Et nous sommes aussi un des acteurs du village olympique, où il y a à la fois recours à du béton bas carbone et du bois. Eh bien, merci. Est-ce que nous avons quelques questions dans le chat? Non? Pas de questions? Je vous propose tout de suite de passer au premier pitch avec Accenta. Maher, voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, voilà, donc je vais vous parler en fait de solutions de stockage d'énergie renouvelable, c'est le stockage géothermique intersaisonnier notamment.
et également de solutions de smart building. Suivant. Suivant. Donc, il s'agit de répondre aux enjeux réglementaires. Donc, aujourd'hui, si vous prenez le décret tertiaire, il y a une obligation qui est maintenant à septembre 2022 de pouvoir reporter les niveaux de consommation par usage sur la plateforme de l'ADEME qui s'appelle Operat. Il est aussi demandé, dans le cadre de décret tertiaire, de donner une feuille de route jusqu'à 2050 pour montrer qu'on est capable d'avoir moins 60% en termes d'économie d'énergie par rapport à la référence actuelle, et ceci pour tous les bâtiments de 1000 m². Il existe également un réglementaire qui s'appelle le BACS, le Building Automation and Control System, qui pour le neuf est obligatoire maintenant. Il demande l'asservissement, il demande la mise en place de Smart GTB également, gestion technique de bâtiment, et il sera mis en œuvre pour tout le monde à partir du 1er janvier 2025. Il existe d'autres normes comme la RE 2020 et également des prévisions de taxes carbone qui prévoient qu'on aura probablement entre 130 € en 2030 de taxes carbone par tonne de CO2 et en 2050, on aura autour de 300 € qui est la taxe sur les carbones. Donc, notre objectif, et c'est pour ça qu'on a mis en place des solutions numériques, c'est de pouvoir contribuer à la réduction des émissions carbone grâce à l'autogénération propre dans les bâtiments, en mettant en place le stockage géothermique qui va nous permettre d'atteindre 70% d'économie d'énergie et 90% d'économie sur les émissions CO2. Slide suivant. Aujourd'hui, nous nous sommes dotés de deux solutions. Une que je viens d'évoquer qui a commencé à l'école polytechnique dans l'incubateur de l'école, et qui a développé un modèle pendant 3 ans qui permet de dimensionner, par une programmation par les contraintes, de dimensionner le champ de sonde à créer. On parle de la géothermie selon un champ de sonde de surface, c'est-à-dire on va creuser à 100 ou 200 mètres, on va mettre une quantité de sondes qui vont nous permettre dans une boucle d'eau tempérée, fermée, qui vont nous permettre de stocker l'énergie abondante qui vient de l'énergie fatale, de climatisation, ou qui vient du solaire thermique abondant l'été. On va la stocker et la réutiliser l'hiver, et on fait aussi l'inverse pour créer du froid. Donc ça, c'est une solution qui permet de récupérer en fait ce qui est perdu, de le stocker. On récupère presque 100%, exactement 98% de ce qu'on a stocké à 100 ou 200 mètres dans des boucles fermées. Et l'autre solution, c'est le pilotage du bâtiment avec des chauds et de froid des équipements qui existent. On va les piloter et les suivre en temps réel avec le logiciel SaaS qui se trouve sur le cloud, de façon à atteindre entre 10 et 40% d'économie d'énergie. La suite. Donc, en fait, on va prendre un bâtiment dans lequel il y a les équipements existants de chaud et de froid, les CVC. Là, on met en place une Smart GTB, c'est-à-dire on utilise à fond le logiciel qui va travailler avec du matériel type Schneider, Siemens, Saya, etc. Et ce suivi et le machine learning et l'intelligence artificielle vont nous permettre de faire les économies. Bas carbone, on génère de l'énergie en récupérant la chaleur fatale et le solaire abondant. Et en fait, on atteint ici 70% d'économie d'énergie et 90% de réduction de CO2. Et ensuite, on peut créer également, avec le bas carbone, un réseau de chaleur pour pas mal de bâtiments. Vous pouvez prendre un campus ou vous pouvez prendre un terrain sur lequel il y a une trentaine de bâtiments, par exemple, et on va partager, grâce à un réseau de chaleur, cette énergie stockée bas carbone. Ensuite. Et donc, la technologie, c'est la suivante. Vous faites le parallèle avec une batterie. Une batterie dans une voiture, elle va stocker l'énergie à court terme et la réutiliser quand on en a besoin, ou bien dans un bâtiment. Et là, en fait, on va stocker à travers les sondes et on va dimensionner avec le logiciel et avec l'intelligence artificielle. On va dimensionner combien de sondes il nous faut exactement pour créer une capacité qui permet de répondre aux besoins énergétiques. Et en fait, en fonction des prévisions météo, on va pouvoir piloter à l'aide de logiciels et de l'intelligence artificielle pour savoir combien exactement on va soutirer en fonction des besoins de chaud et de froid et des conditions météo. Ensuite.
Donc, on a traité en fait la gestion de l'ensemble des cycles, c'est-à-dire prévision des besoins, comment on va anticiper les besoins du bâtiment. Et ça, c'est tout ce qui est l'apprentissage, usage, on va en fait le prédire. Ensuite, cette solution de stockage géothermique est également dans le stockage de glace. Donc, comment on va optimiser ce stockage à l'aide de logiciels. Ensuite, comment on va soutirer en fonction des besoins. Et ensuite, une gestion multi-énergie renouvelable récupérable, c'est-à-dire si vous avez des bâtiments avec de la présence de sources d'eau solaire, PV ou thermique ou d'autres sources d'énergie renouvelable, on va pouvoir dimensionner et piloter le bâtiment avec toutes les sources d'énergie renouvelable qui existent également. Ensuite. Donc, je voudrais parler de deux références phares. Une qui est le siège social d'Airbus à Toulouse, 36 000 m², 100% des besoins de chaud et de froid sont aujourd'hui couverts par cette solution de stockage géothermique intersaisonnier. La ville de Roubaix a plus de 400 bâtiments. Ce sont le musée de la piscine, des bâtiments administratifs, des écoles, la mairie. Aujourd'hui, on traite 80 bâtiments communaux et on continue à équiper en fait d'autres bâtiments à l'aide de la solution de Smart GTB Smart Building. Là, on fait juste du pilotage des équipements de chaud et de froid, des CVC qui existent. Et on a atteint pour certains bâtiments 40% d'économie d'énergie et 40% d'économie CO2. Ensuite. On publie pas mal en fait, donc là il y a en fait un magazine Réflexion où Groupama a parlé du projet bas carbone qu'on fait ensemble. On parle beaucoup de l'importance de maîtriser les coûts en termes de CAPEX, OPEX, donc Axanta décarbone les bâtiments à moindre coût. Et on a également parlé des entrepôts de Prologis qui sont également équipés de cette solution bas carbone dans la presse. Ensuite. Alors, le modèle d'Axanta, c'est de calculer l'existence, ce qu'on appelle la baseline, la référence, de regarder combien aujourd'hui cette référence coûte en termes d'exploitation et en termes aussi de capacité à investissement à faire, calculer combien ça coûte les solutions cibles à base bas carbone et dire voilà, cette solution, si je la mets en place, si j'ai des coûts d'exploitation derrière, quel est le coût investi, le coût de performance, et ensuite on calcule le retour sur investissement et le payback. Aujourd'hui, on a sur la solution bas carbone pour Airbus un payback autour de 7 ans, et là on parle de 100% des besoins de chaud et de froid qui sont couverts par cette solution. Et donc si on prend la solution Smart Building sur la ville de Roubaix, les bâtiments de la ville de Roubaix ou d'autres bâtiments que nous traitons, on a des paybacks qui peuvent aller entre de 1 à 3 ans. On a créé une joint venture qui s'appelle Aiden, dans laquelle on a réuni le meilleur des compétences des trois, donc les compétences d'investisseurs dans les énergies renouvelables, RN, le service énergétique, IDEX, NESCO, et Axanta sur le numérique et le pilotage numérique. La suite. Merci Maël. Je vous invite à conclure. Il vous reste 30 secondes et pour toutes les autres questions, vous aurez le loisir d'en répondre dans votre coffee room à l'issue du Cement Lab. Voilà. On a fait des levées de fonds en 2019 et récemment 10 millions en 2021. On travaille sur un volume d'opportunités autour de 4 millions de mètres carrés aujourd'hui et des prévisions de commandes autour de 24 millions. On adresse l'ensemble des marchés mentionnés ici. Et je vais finir avec la dernière slide, qui est autour de l'équipe aujourd'hui. Il y a donc des cofondateurs qui ont démarré avec cette aventure, notamment avec les modèles développés à l'école polytechnique, en partenariat avec l'école des mines de Paris et le BRGM. Nos investisseurs sont RN, que j'ai mentionné, et Serena, et on a eu un certain nombre de labels, notamment le label Green Tech Innovation récemment. Merci de votre attention. Voilà, dernier message, c'était un peu le parallèle avec les batteries dans les voitures. Est-ce qu'on pourrait devenir le Tesla des bâtiments?
Eh bien, merci Maher. Pour toutes les questions, tous les compléments d'information que vous souhaitez demander à Maher, je vous invite, vous allez recevoir par mail des liens pour vous rendre dans les coffee rooms. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces liens. On passe tout de suite à Denise avec MetaBuild. Hi, everybody. Thank you very much for having me. I'm ready if you are. My name is Dennis. I'm working for MetaBuild. MetaBuild is a partner for automated building design for kind of big clients like investors, also big housing companies, developers, etc. Next chart, please. What MetaBuild is doing for you, and I would like to approach today, companies that are basically approaching the market with innovative products, innovative building products, because what MetaBuild is doing for you by automating early stages of building design is like performing like an army of thousands of sales engineers that are running for your success and that make your client very much see and grasp the advantages, the benefits for ESG, for taxonomy, for carbon reduction that your products bring into the client's projects. Next charts, please. So we're in the market now for 2 years already. We have some very renowned clients already, also partners. We have like 4 years of academic research, 4 years of commercial development, more than 100 projects finished, completed, more than 40 renowned clients were on the way. Thank you very much. Next chart, please. Let's have a look at the core technology. MetaBuild is taking a building model. Yeah, this comes from an architect's hands today. Tomorrow it will come from generative design. It will get into the market next year. We take into consideration the building use and the business case, and then we run 4,000 dynamic simulations. The system simulates, the system assesses, the system approves the model, and then you get a recommended design. This recommended design brings together the best from sustainability, but also the best from cost perspective, also the best from other perspectives, and it brings together the dynamic interactions of architecture, materials, systems, weather data, building use, cost, comfort, and sustainability. So if your products bring any advantages for your clients, and one of these means, this is what MetaBuild will make very transparent. Next chart, please. For example, if your building products are able to help clients to maximize floor area efficiency, MetaBuild will calculate that out. MetaBuild will make that very, very transparent. For example, by avoiding insulation through innovative building materials. Next chart, please. Another example, if your products help clients to basically minimize CAPEX or OPEX, and let's have a short look here at operating expenses. Operating expenses account for about 70% of the whole life cycle cost of buildings. They have been totally neglected until today, really. If buildings are made today, people find out like 3 or 4 years in building operation, what are my building operating expenses? What is my sustainability? It's time to have this transparency in very, very early stages, and MetaBuild will help you with that. Next slide, please. Indoor comfort, for example, if your products help your clients to make buildings that have a better indoor comfort regarding daylight autonomy or regarding like thermal comfort or regarding air quality, MetaBuild will show that, and this is growing ever more important because of Corona, the situation we have, because indoor comfort basically determines the well-being, the happiness of your clients, tenants, and buyers. Next chart, please. Sustainability, I mean ESG, taxonomy, the last lectures, thank you very much, were very much about carbon reduction. You know, if your products are able to reduce carbon footprint for your clients' buildings, projects, then MetaBuild will make that very, very transparent and bring that forward. And your clients are going to call you and ask for your building products instead of the other way around from now on. Next slide, please. This is what I meant in the beginning, generative design. We are going to enter the market with that next year officially. We're now doing the first pilots with our closest partners and clients. And what generative design is enabling you to do is take a plot of land, take your building product, integrate your building product with MetaBuild like you can do today. But with generative design, you're able from the plot of land to show to your clients like basically a life cycle approach of the whole building, including your product, and will make the client see the advantages of your products, given you have the advantages in the relevant project. Next slide, please.
You know, if you look at the early stages of building design, you have not only building design, renovation design also. You have like usually in a, for example, in a 5,000 square meter GFA building, you have more variants possible that you can plan the building than you have stars in the galaxy. Many more than that. And this means like basically this complexity has never been broken down by people. People can't break it down. Architects, engineers can't break it down. What the branches are doing today is in the early planning stages where you make the most important decisions for your projects. Please let's have a look at that also. We're talking here about 90% of cost of qualities in your project, qualities like comfort, qualities like sustainability, cost like operating expenses, life cycle cost, but also capital expenditure. All those decisions you make in the early stages of the project, and today the earliest planning stages are gut feeling and experience. And this is how your clients are operating. Big clients are operating today. I will give you some examples right now, and you can change that. You can go into partner Metabuild, integrate your products with Metabuild, enter the early planning stages, and directly approach your end clients and show to them how great your products are. We can just create transparency about your products, nothing else. Next chart, please. Next chart, please. The company, this Metabuild, we're in the market for 2 years now, 8 years of research and development. Next chart, please. Workflow and business model. We are working together with technology partners, architects, engineers, but you can also approach us directly, and we're just going to directly service you. Next chart, please. Yeah, we had some competition. Autodesk then purchased it. Very great for us because Autodesk takes any innovation under the desk, you ask me. And actually, we don't have really competition in the market at the moment. Next chart, please. Have a look at the team. This is the core team members. Next chart, please. And these are some of our clients, by far not all, but some of them. And there are some names that I believe are very well known in France also. For example, Vonovia is Germany's biggest housing company. They have more than 500,000 residential units. They're big into portfolio analysis, and they're also big into renovation planning, and they're also big into new construction planning. So same goes for Allianz. They're big into renovation planning, portfolio analysis, also new construction planning. So clients like this, like Siemens, like others, very well-known big clients around the world are very well approachable with this approach because they are now working in darkness. They don't have any transparency in the early planning stages. And believe me, if you tell them your story with Metabuild in your back, it's going to be a whole different story. And your clients never dreamt about that transparency at night. And this transparency in the early planning stages once again determines 90% of your performance parameters or the performance parameters of your clients' building projects and renovation projects. Next chart, please. I'm very much looking for your contact. I'm there in the coffee room. Go ahead, write me an email, call me. Thank you very much for having Metabuild. Thank you, Denis. Thank you, Denis. Merci. Thank you very much. Bien, je vous propose de passer directement maintenant à notre dernier intervenant du jour qui va nous présenter Scale, Eric. Bonjour à tous. Donc je suis Eric Delorence, je suis cofondateur un des cofondateurs de Scale. Si vous voulez passer le slide d'après. Donc Scale, c'est une société qu'on a montée maintenant il y a un peu plus de 3 ans pour développer ce qu'on appelle des matériaux ocean friendly. Donc qu'est-ce que c'est qu'un matériau ocean friendly? C'est un matériau qui est à la fois biosourcé, évidemment, mais surtout biodégradable rapidement dans l'environnement et non délétère, c'est-à-dire qu'il n'a aucune écotoxicité. Et petit plus, on voudrait que ces matériaux soient recyclables, évidemment, parce que c'est bien beau de faire du biosourcé, mais si on utilise l'entièreté de la ressource, on pèse sur ces ressources. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, on a identifié comme premier gisement, en fait, un gisement qui vient d'un secteur qui est extrêmement dans lequel il y a beaucoup de waste, de déchets, qui est le secteur de la pêche
Il faut savoir qu'dans le monde, on consomme seulement 30 à 40% de ce qu'on produit en poisson et en autres espèces marines. Et les écailles aujourd'hui, c'est un déchet donc qui correspond à 2 à 3% du poisson. Donc c'est un gisement qui est énorme. En Europe, sur les deux espèces qu'on utilise aujourd'hui, que selon le saumon et la sardine, on estime un gisement total d'environ 55 000 tonnes. Bon, c'est un gisement estimé, évidemment. Et dans le monde, on est au-dessus d'1 million de tonnes. Donc, cette première ressource qu'on utilise, elle est... on s'en sert donc pour faire le premier matériau, un premier matériau réalisé à 100% d'écailles de poisson, donc qu'on a appelé la scalite, parce que scale en anglais veut dire écaille, et que lithos en grec veut dire la pierre, donc littéralement la pierre d'écaille. C'est une matière 100%, je le répète, 100% écaille. Donc en fait, on utilise le biopolymère de l'écaille et on le recombine avec sa partie minérale pour faire un matériau qu'on fournit aujourd'hui sous forme de plaques. Ces plaques sont donc évidemment biodégradables, recyclables, et notre entreprise vise à respecter donc un certain nombre des points des accords de Paris. Next slide, s'il vous plaît. Donc notre solution. Donc comment est-ce qu'on réalise ça? Donc aujourd'hui, c'est un procédé qui est protégé. Mais grosso modo, dans les grandes lignes, on nettoie et on sèche nos écailles qu'on récupère donc chez nos amis les marailleurs et les industriels de la pêche. Ensuite, il y a une étape de granulation et de réduction en poudre. Et c'est à partir de ces poudres qu'on va ensuite compresser dans des moules qu'on réalise nos plaques. Donc juste quelques petits ratios là. Donc typiquement pour faire une tonne, pour faire 15 mètres carrés de scalite, il nous faut 1 tonne d'écailles. Aujourd'hui, on est donc sur des capacités de production assez réduites, de l'ordre de 20 mètres carrés par mois, ce qui va changer en début d'année prochaine grâce à l'achat d'une nouvelle presse. Aujourd'hui, on a estimé que 1 tonne d'écailles, 1 tonne de scalite, pardon, produisait déjà 5 fois moins de tonnes, mais même on est plutôt autour de 8 fois moins de tonnes qu'une tonne de ciment. Donc on a très peu d'énergie de production. Et voilà, le next slide, s'il vous plaît. Donc le produit, c'est quoi? C'est un matériau donc qui est qu'on fournit aujourd'hui sous forme de plaques de 30-30 à destination de la décoration intérieure et du mobilier essentiellement. Donc des applications en intérieur. C'est un produit qui a le mérite d'être naturellement ininflammable, donc il est classé M1 sans devoir ajouter des adjuvants qui sont souvent nocifs pour l'environnement. Les avantages principaux de cette matière sont évidemment environnementaux, puisque c'est un matériau qui est complètement biodégradable en quelques semaines. C'est un matériau qui est 100% recyclable, c'est-à-dire que vraiment avec une plaque de scalite, on fait une plaque de scalite. Aujourd'hui, nous, on recycle déjà nos déchets de production. C'est un produit qui n'a pas de COV ni de formaldéhyde puisqu'il est complètement naturel. Et c'est un produit qu'on peut teinter dans différentes couleurs, un peu à façon. Et par ailleurs, aujourd'hui, c'est un matériau qui se transforme grâce aux outils du bois, et on est en train de créer notre propre, on a créé
on n'est pas encore commercialisé, mais on est en train de créer notre propre colle 100% écaille qui va nous permettre de réaliser des assemblages monomatières qui vont faciliter énormément le recyclage. Il faut savoir que dans le mobilier, dans l'agencement, en fait, la grosse problématique de la fin de vie, c'est la séparation des éléments, des composants, parce que on utilise aujourd'hui des colles qui sont hyper résistantes et qui sont difficiles, qui rendent les choses difficiles à séparer. Avec notre matière, avec notre colle, voilà, l'intérêt c'est que vous mettez tout au recyclage et on peut tout recycler à 100%. Pour ça, évidemment, il faut imaginer la reprise. Donc c'est aujourd'hui, ça fait partie des conversations qu'on a avec nos clients. Comment est-ce qu'on peut imaginer une consommation de notre matière qui force le recyclage en fin de vie. Voilà, un matériau qui est évidemment 100% fait en France et qui a reçu récemment le label Solar Impulse Solution. Next slide, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, on est sur des marchés d'intérieur, de décoration d'intérieur, typiquement dans des applications de retail pour de l'habillage mural, des présentoirs, mais aussi pour du bureau. On est en train de discuter avec des partenaires pour faire des solutions acoustiques, pour de l'agencement dans des hôtels, dans des restaurants. Voilà. Aujourd'hui, donc on a lancé, on est en vente officiellement depuis le début de l'année, et on est, si vous voulez passer au slide d'après, on est surtout impliqué dans des tout petits projets à notre échelle. Les gros projets sont en train d'arriver. Là, vous avez un logo qui a été réalisé. Bon, c'est un mini projet, mais pour une galerie, et puis des prototypes d'objets, notamment pour une marque de mobilier. Next slide. Là, vous avez juste des petites boîtes pour une grande marque de luxe. Prototype, encore une fois. Et puis, next slide, il y a tout un tas de recherches, parce que la recherche fait partie de notre ADN, sur des nouvelles façons justement d'utiliser cette matière. À gauche, à droite, vous avez typiquement des solutions pour créer des décors dans cette matière. Et puis à droite, vous avez des recherches sur l'impression 3D de cette matière qui sont en cours, qui sont très intéressantes, notamment pour tout ce qui est impression de scaffold pour l'impression 3D de matière liquide ou de béton, par exemple. Et donc je dis... Eric, ouais. Je suis désolé, je vais vous inviter à conclure. Ouais, c'est la fin. Donc si merci. Ça pour dire que on est en train on a commencé avec cette matière décoration, mais on vise un panel de matériaux toujours biosourcés, toujours en valorisant des déchets de la mer, et pour des applications bientôt structurelles. Voilà. Donc, merci à tous, et puis reparlons-nous. Eh bien, merci. Merci d'avoir été si nombreux ce matin pour cette matinée dédiée à l'ingénierie bas carbone. Merci à tous pour vos présentations porteuses de solutions pour les prochaines années, pour les mois qui viennent. Merci encore à Laurent de nous avoir fait un petit point d'étape sur la publication des nouvelles normes ciment bas carbone. Ce que je vous invite, c'est à rejoindre les coffee rooms qui vous intéressent. Vous avez eu les liens dans le chat et vous avez reçu aussi un email avec les 3 liens. Il a dû partir il y a 5 minutes, donc vous devez l'avoir dans votre boîte mail. Voilà, dernière modalité, vous pouvez aussi par votre téléphone scanner les QR codes qui sont à l'écran et accéder au coffee room.
Bah, merci à tous. On se donne rendez-vous le 19 novembre pour le dernier Cement Lab de cette année. 18. Ah pardon, on me dit que c'est le 18. Je suis désolé, c'est le 18, pas le 19. J'avais un 19 en tête. Je vais me faire couper les doigts.